communautaire. Je vais commencer par les pouvoirs. Donc, Joseph Alétru donne pouvoir à Magali Groslo. Martine Sosso donne pouvoir à Arnaud Bouget. Claude Balvé donne pouvoir à Jean-Michel Piédalu. Fabienne Parpaillon donne pouvoir à Dominique Bonin. Éric Pelot donne pouvoir à Laurence Peigné. Béatrice Pierre donne pouvoir à Serge Kubrick. Marie-Thérèse Guinaud donne pouvoir à Philippe Barré. Voilà pour les pouvoirs. Ensuite, en secrétaire de séance, j'avais comme proposition Philippe Berger, David Pelletier ou Jean-Philippe Charrier. Je vais pas regarder. Jean-Philippe Charrier, ok, c'est bon, parfait. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder les points formels de ce conseil communautaire, vous avez pu voir qu'il ne sera pas un très très long conseil communautaire. J'ai souhaité vous présenter un service qui est exercé au sein de la communauté de communes et qui est déployé sur l'ensemble du territoire. C'est un service lié à la compétence enfance-jeunesse et qui concerne les IMS avec un programme plus particulièrement qui s'appelle donc Être et apprendre. Vous le savez, parce qu'on en a fait notre fer de lance et on l'a beaucoup travaillé, les interventions en milieu scolaire, elles sont fondamentales dans le cadre de notre projet pédagogique à l'échelle intercommunale. Être et apprendre, c'est vraiment un programme qui a été pionnier à l'échelon départemental. Des collègues des territoires voisins sont venus voir comment est-ce qu'on avait mis en place ce service, qu'est-ce qu'on en faisait, quel était le public concerné, comment est-ce qu'on pouvait les déployer à l'échelle de nos 44 communes. Depuis notre installation, la crise Covid a beaucoup perturbé les choses et on n'a pas pu faire de séminaires, on n'a pas pu faire d'ateliers. Donc certaines choses, on n'a pas pu vous les communiquer et vous enrichir de ce qu'on a travaillé sur les mandats précédents et qui donc se poursuivent sur ce mandat-là. Donc, on ne le fera pas forcément à chaque conseil communautaire, mais ça me semblait important de vous éclairer sur un des volets fondateurs de notre communauté de communes, sur lequel on travaille énormément et sur lequel on s'est beaucoup investi sur le mandat précédent et sur lequel on va s'investir encore énormément. C'est donc ce programme dans le cadre de l'enfant-jeunesse, Être et apprendre. Pour ce faire, je vais donner la parole. Alors, on a au fond de la salle Émilie Burnaga qui est là, Philippe Géant qui est là, et puis je vais laisser la parole à Cédric Tudeau, qui va vous présenter ce service avec le déploiement sur l'ensemble du territoire. Et bien sûr, tous les trois seront là pour répondre à vos questions, si vous en avez bien entendu. Donc, Cédric, je vous passe la parole. Eh bien, merci et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le service intervention en milieu scolaire en débutant par l'historique. Donc, Être et apprendre, c'est donc le nom donné à cet appel à projet qui a été déployé sur le territoire. Lors de la fusion, en fait, on s'est rendu compte que les 4 ex-territoires proposaient des choses dans toutes les écoles. Et pour avoir une cohérence territoriale, le service IMS a été créé. Donc, il y a eu un état des lieux qui a été réalisé. Et donc, vous voyez en vert toutes les décisions techniques qui ont été prises et les décisions politiques en bleu, avec une présentation en intercommission, le COPIL avec la mise en place de la lettre de cadrage, la validation au bureau. Donc ça a pris 1 an et demi pour une mise en route en septembre 2019 avec quelques expérimentations lors de l'année 2018. Alors les missions du service IMS, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, donc création du service en juillet 2018, avec, pour mettre en cohérence les actions existantes dans les écoles et les déployer sur tout le territoire à moyens maîtrisés. En fait, l'objectif, c'était de ne pas casser l'existant non plus.
mais par contre, de redéployer avec une équité territoriale. C'était aussi l'objectif de proposer une offre d'intervention qui s'inscrit dans un parcours d'éducation ou de sensibilisation culturelle, sportive et de citoyenneté en partenariat avec l'éducation nationale, et pour les enfants qui sont scolarisés en école primaire du CP au CM2 du territoire de la CCSVL. Donc c'est le parcours éducatif qui répond à l'éducation nationale. Troisième objectif aussi pour le service intervention milieu scolaire, c'est de faire vivre l'équité territoriale dans les propositions. Nous proposons des actions, que ce soit sur le nord du territoire ou le sud du territoire, tous les enfants ont la même proposition. Et ce service propose donc, c'est sous forme d'appel à projet. Donc l'offre permet en fait aux enseignants de construire librement leur propre parcours éducatif en lien avec le projet de l'école. Et c'est ça qui est très important. Donc je vais venir sur les exigences, car pour s'inscrire dans cet appel à projet, il faut d'abord avoir un projet pédagogique. C'est très important, qui doit être ancré dans le projet d'école et qui en tient compte de l'offre des interventions avec la rédaction du projet d'école, qui est une responsabilité collective des enseignants. Les responsables pédagogiques restent les enseignants. Des propositions d'intervention sous forme d'appel à projet, par cycle, cycle 2, cycle 3, avec le libre arbitrage des écoles de répondre ou pas au projet. On n'arrive pas dans l'école en disant voilà ce que l'on veut faire. Ça vient un appel à projet avec des propositions. Ça permet pour chaque enfant de bénéficier au cours de sa scolarité d'interventions dans tous les domaines au service de la construction des parcours éducatifs. Donc les 3 parcours éducatifs, ce sont les parcours du programme de l'éducation nationale, que sont le parcours d'éducation artistique et culturelle, le parcours éducatif de santé et le parcours citoyen. Donc on verra qu'on a 6 disciplines qui vont rentrer dans ces 3 parcours. Et j'y reviendrai après. Ce qui a été très important aussi dans la mise en place de ce projet, c'est qu'on a agi avec l'éducation nationale afin d'avoir une dynamique de coéducation. Je vous expliquerai après par rapport au COPIL, comme quoi les inspectrices de l'éducation nationale sont présentes dans le COPIL et on a vraiment co-construit avec eux. Et les intervenants co-construisent aussi avec les enseignants afin de mettre en place les projets pédagogiques dans toutes les disciplines. Donc c'est un vrai partenariat. Les élèves du cycle 1, donc les maternelles, jusqu'à la grande section, donc, ne sont pas concernés par ces interventions, car ce sont les directives de l'inspectrice d'académie. Voilà, y compris pour les classes multiniveaux, grande section CP par exemple. Alors, notre fonctionnement au niveau du COPIL, donc 4 vice-présidents, donc Madame Barrault, vice-présidente de l'enfance jeunesse, Monsieur Guy Barbeau, vice-président à la lecture publique, culture et musique, Patrice Gendreneau, vice-président aux équipements sportifs et centres aquatiques, et David Marcheguet, vice-président PCAET, énergie et métiers de la pêche et de l'agriculture. Donc on voit là la transversalité du service IMS. Et donc les 3 inspectrices des circonscriptions de l'éducation nationale, parce que sur notre territoire, donc, on dépend de 3 circonscriptions différentes. Celle de Chantenay, donc maintenant qui s'appelle Bocage-Est, Fontenay-le-Comte et Luçon, donc sud-ouest et littoral. Au sein du service, donc, qui se trouve dans le pôle enfant-jeunesse, donc un responsable de service, une secrétaire du service IMS qui est aussi chargée des transports, car les IMS fonctionnent avec des transports pour faire les déplacements sur le territoire. Et ensuite, nous avons donc des référents sur les différentes disciplines. Donc, les disciplines en EPS, donc éducation physique et sportive, en environnement, en lecture publique, en musique, en prévention routière et en savoir nager. Donc, ce qui est important de noter, c'est que le service IMS est dans la coordination de ces différentes disciplines, mais n'intervient pas dans la pédagogie. Ce sont les référents avec les agents qui, derrière eux, entament la pédagogie en coéducation avec les enseignants. Donc, on va décrire les disciplines. Alors là, je vais faire une description hors contexte Covid. Parce qu'il y a des changements, on le verra un petit peu après, mais là, on va dire quand tout se déroule normalement. Donc, en éducation physique et sportive, il y a 2 éducateurs sportifs intercommunaux, plus des éducateurs communaux et associatifs qui interviennent donc dans les écoles. Les interventions sont des cycles de 8 séances d'1h15, soit 10 heures par classe.
c'est l'école qui fait le choix des interventions sportives sur un cycle 2 ou cycle 3. Je peux faire peut-être une petite précision, parce que je parle des cycles 2 et 3. Cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Cycle 3, c'est CM1, CM2. On y incorpore les sixièmes, mais nous, on n'intervient pas sur les collèges. Il y a un accès à une salle de sport intercommunale ou communale pour les séances de novembre à mars, donc dans la période hivernale. Et il y a une prise en charge de la part de la communauté de communes de 10 heures à raison de 25 € de l'heure par classe de cycle 2 ou 3 pour les communes ayant des intervenants municipaux ou associatifs. C'est-à-dire que la communauté de communes participe soit physiquement avec ses propres éducateurs ou alors financièrement pour être équitable. On va voir sur la carte qui suit les différentes salles utilisées, car nous avons donc 3 salles intercommunales, celle des Moutiers-sur-le-Lay, la Jodonnière et Saint-Jean-de-Beugnier. Et ensuite, nous avons conventionné avec les communes qui ont des salles de sport, afin de permettre à des écoles de pouvoir se déplacer et d'aller dans des équipements sportifs à moins de 15 minutes de l'école. Donc elles ne vont pas tout le temps dans les salles, hein, c'est une rotation sur des périodes sur 3 ans. Donc en flèche, vous avez le regroupement des écoles sur la salle qu'ils vont, et en rond, c'est où il y a déjà leurs propres éducateurs, hein, comme la ville de La Tranche, de Luçon, etc., qui ont leurs propres éducateurs territoriaux. Deuxième discipline, donc l'environnement. Depuis la fusion jusqu'en 2020, on a eu le programme de la source à l'estuaire. Depuis cette année, on a un nouveau programme, hein, en 2020-2021, donc c'est sur le chemin de l'école avec le CAUE. Et un deuxième programme, donc l'énergie autour de nous, avec des intervenants extérieurs. Donc cela se passe entre 4 ou 5 temps dans une journée, avec une journée finale qui regroupe les 2 programmes. Cette discipline est exclusivement réservée pour les cycles 3, donc les CM1, CM2. La lecture publique. Donc là, ce sont 3 séances de 45 minutes, qui sont en priorité pour les élèves de CP au CM2, mais beaucoup d'écoles sur le territoire sont de multiniveaux. Donc elles se déplacent avec toute la classe, avec une prise en charge du transport pour aller sur les médiathèques, qu'elles soient celles de l'Aiguillon ou de La Tranche, de Luçon, pardon. 4 professionnels intercommunaux de métier du livre, intervention en médiathèque donc, ou avec le SPID, donc c'est le service public itinérant, hein, c'est le véhicule qui se déplace. La semaine du livre jeunesse en alternance avec la résidence d'auteur. Donc pour cette année, il y a 11 écoles qui bénéficient de ce service. Au niveau de la musique, 4 professeurs de musique donc, qui interviennent dans les écoles. C'est un peu dans le même esprit que l'EPS, hein, c'est 8 séances de 45 minutes donc sur 3 périodes. L'intervention a lieu en classe. Et là, c'est une rotation sur 3 ans pour couvrir l'ensemble des classes du territoire. On verra les chiffres tout à l'heure, on est à peu près aux alentours de 150 classes. Donc ils font 26 écoles, 55 classes par année. La prévention routière, donc c'est 2 intervenants de la communauté de communes, plus un intervenant du CIVU piste routière qui gère l'ex-pays Mareuillet. 3 séances d'1 heure sur une séance théorique et 2 séances de pratique. Donc l'orientation, c'est cycle 2, c'est sur le permis piéton, et le cycle 3, circuler à vélo. Ils organisent la finale intercommunale au mois de juin, puis il y a la finale départementale. Le savoir nager, qui est donc un enseignement obligatoire. 10 séances de 40 minutes. Un maître nageur en surveillance, qui est l'obligation. Mais la communauté de communes met un 2e maître nageur en enseignement sur chaque séance. Prise en charge des transports et des locations des piscines non communauté de communes. On verra sur la carte après. Et donc nous utilisons 6 piscines. Donc bien sûr les 2 piscines intercommunales, Port-Océane et Onicéane. La piscine municipale de Mareuil, le bassin découvert de mai à septembre. La piscine municipale de Saint-Hermine, même chose, découverte qu'on utilise de mai à septembre. Et nous avons des écoles qui vont sur la piscine municipale de Chantenay et la piscine océanique de Fontenay-le-Comte par rapport au transport, comme je vous disais, afin d'éviter d'avoir des trop longs trajets, d'avoir plus de temps de trajet que de séances. Donc, nous allons voir sur la carte, voilà la proportion des déplacements. Donc, le premier objectif a été, quand les interventions en milieu scolaire ont été mises en place, c'est de mettre en place les cycles 2, donc dans des bassins couverts, car il y avait beaucoup de CP, CE1 et CE2 qui allaient sur les bassins découverts. Évidemment, avec les aléas de la météo, ils ne pouvaient pas toujours avoir leur séance, et comme la priorité
du savoir nager sur le cycle 2, nous avons modifié les plannings afin de permettre à tous les enfants de cycle 2 d'avoir un bassin couvert. Nous avons ensuite déployé plus les enfants de cycle 3 sur les bassins découverts. Donc, on voit là en haut, piscine de Chantenay, c'est donc pour les écoles de la Jedonière et de la Caillère. Et en bas, le Gué la Taillée, plutôt sur le bassin de Fontenay-le-Comte. Alors, il y a une 7e activité, donc la culture, qui n'est pas dans une intervention pédagogique, mais qui est plutôt dans un accès, c'est-à-dire que la communauté de communes facilite l'accès à la culture par la prise en charge de transports, 3 transports par an et par école, pour la ou la même classe, dans un souci de continuité pédagogique. C'est-à-dire que l'école choisit d'aller soit au cinéma qui sera un des 4 cinémas du territoire, soit de l'Aiguillon, la Tranche-sur-Mer, Luçon ou Saint-Hermine, soit des séances au théâtre Jean-Baptiste, soit à la maison du maître de digue. Les entrées restent à la charge de l'école, mais là, pour une continuité pédagogique, on demande à ce que les écoles choisissent bien la classe qui fera les 3 séances. Le petit résumé sur l'année 2020-2021, vous avez 49 écoles sur le territoire, 150 classes, 3050 élèves du CP au CM2. Et vous avez par discipline les inscriptions du nombre de classes. Donc on peut voir que le savoir nager et la présence routière qui deviennent des obligations, toutes les classes participent. Après, ce sont des roulements au niveau de la culture, de l'environnement, de la lecture publique et de la musique. Ce sont des rotations sur plusieurs années. Donc l'EPS, 70 classes, ce sont les classes qui sont faites par les éducateurs intercommunaux. Le reste des classes est fait par les éducateurs soit communaux ou associatifs. Donc toutes les classes font de l'EPS. Donc là, c'était un peu le descriptif des différentes disciplines, du fonctionnement. On est obligé de parler de la crise sanitaire, car ça a eu quelques impacts quand même sur les interventions au milieu scolaire. Donc au niveau du service MS, nous avons rédigé un protocole sanitaire qui est mis à jour en fonction des directives gouvernementales. Donc on s'appuie sur les protocoles de l'éducation nationale, de la culture, des sports, mais aussi sur celui d'à côté de communes. Alors les impacts au niveau de l'EPS, ça a été l'arrêt bien sûr des séances l'année dernière au mois de mars 2020, mais avec les éducateurs ont envoyé dans les écoles des fiches d'activité afin de ne pas casser le lien avec les écoles. Les interventions ont repris dans les salles de sport en début d'année avec le protocole jusqu'au 15 janvier. Et bien sûr, depuis le 15 janvier, là, les interventions continuent, mais en extérieur, quand la météo le permet. Sur l'environnement, donc, il y a eu l'annulation l'année dernière de la source à l'estuaire en 2019-2020 qui a été reportée à l'année 2020-2021. Pour aujourd'hui, les interventions sont suspendues. Et la journée finale avec le regroupement des écoles est annulée, car il ne faut plus de brassage, donc on ne peut pas regrouper différentes écoles. L'impact sur la lecture publique, c'était le report de la semaine du livre jeunesse de 2020 à 2021, mais pas sous la même forme. Ça a été donc des interventions en classe et non sur le salon. Réorganisation aussi du planning des IMS pour 2020-2021, car il y a eu, avec le confinement au mois de novembre et décembre, l'arrêt des séances en médiathèque. Donc l'équipe de la médiathèque a revu son nouveau planning dès le mois de janvier afin d'y incorporer toutes ces écoles qui n'avaient pas pu bénéficier au mois de novembre-décembre, afin de pouvoir faire jusqu'au mois de juin les séances à la médiathèque. Au niveau de la musique, les interventions sur 2019-2020 de la 3e période, donc c'est mai-juin, ont été annulées, donc reportées en début d'année scolaire au mois de septembre, afin que les écoles qui devaient en bénéficier puissent le faire, mais avec un protocole renforcé. Vous savez, comme c'est souvent de chant choral, donc les enfants portent le masque, même pour chanter. Prévention routière, maintien des interventions, les agents sont masqués, les interventions pratiques ont lieu à l'extérieur, donc il y a la possibilité de faire ces interventions. Le savoir nager, donc il y a eu une reprise des séances au mois de septembre. Par contre, le changement où il a fallu s'adapter, c'est de ne plus avoir 2 classes sur un créneau, mais une seule classe. Donc il a fallu revoir toute la planification afin de pouvoir permettre à toutes les écoles de pouvoir venir quand même nager. Mais depuis donc, le mois de janvier, plus de séances. Donc l'objectif là pour nous, c'est d'essayer de décaler la période 2 et la période 3. On a ce qu'on appelle des semaines tampons. Pour l'instant, on va pouvoir peut-être absorber, on va dire, le décalage
on attend maintenant, comme tout le monde, les décisions pour voir si on peut reprendre au plus vite. Pour information, la fermeture de la piscine de Saint-Hermine pour l'année 2021 pour travaux. Donc, la collectivité va donc faire l'effort de rediriger les écoles, donc les classes où il y a des cycles 2, comme c'est une priorité, sur le bassin de Mareuil et sur la piscine de Chantenay. Donc, on attend pour l'instant, car il faut tout replanifier. Culture, donc depuis le mois de mars 2020, aucune sortie pour les enfants, que ce soit école et cinéma, le système d'éducation nationale, ou le théâtre, ou la maison du maître de Dick. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour des interventions milieu scolaires. Et là, je vous propose un petit film qui va vous permettre, c'était un petit reportage qui a été fait en 2019, pour vous rendre compte un petit peu comment cela se déroule. En 2019, le parcours Être et Apprendre a vu le jour en Sud-Vendée littorale. Du CP au CM2, 3500 élèves ont ainsi accès à une diversité. Depuis la rentrée scolaire 2019, le parcours Être et Apprendre a vu le jour en Sud-Vendée littorale. Du CP au CM2, 3500 élèves ont ainsi accès à une diversité d'activités autour d'un même mot d'ordre, l'équité. Savoir nager, rouler à vélo, découvrir la lecture plaisir, s'essayer à de nouvelles disciplines sportives, accéder à l'éveil musical, culturel ou encore environnemental. L'objectif majeur, c'est de garantir donc aux enfants, à tous les enfants du territoire, un accès équitable aux différentes disciplines qui sont présentées. C'est un travail donc, qui a été préparé sur 1 an et demi avec les professionnels de la communauté de communes et l'éducation nationale. Pour créer cette offre pionnière en Vendée, de nombreux services intercommunaux ont été mobilisés et interviennent dans un programme coordonné et varié dans les écoles, les salles de sport ou les médiathèques. Tous les ans, avant la médiathèque venait à nous, à l'école, et puis cette année, avec la nouvelle répartition de la communauté de communes, c'est l'école qui vient à la médiathèque. C'est d'autant plus intéressant parce qu'ils découvrent le lieu. Le but, c'est que les élèves viennent d'eux-mêmes et pas que par l'école, et qu'ils puissent emprunter des livres et lire et découvrir le plaisir de lire surtout. Un programme Être et Apprendre qui facilite l'accès à ces domaines d'activité. C'est vrai qu'on participe à la médiathèque, on va participer à la natation, et pour nous, tout est mis en place, les bus, les horaires. Pour nous, on prévoit juste à prévenir nos élèves, même pour le sport, et ça permet de découvrir des choses que nous-mêmes à l'école, on ne ferait pas forcément. Le hockey fait partie de ces disciplines découvertes par les élèves avec un animateur sportif spécialisé. Les élèves bénéficient d'interventions qui sont ponctuelles ou sur des durées plus longues, avec des spécialistes, que ce soit en sport, en lecture, en prévention routière. Et cette intervention est beaucoup plus bénéfique pour eux parce qu'ils ont une parole d'expert par rapport à nous, généralistes. Et ça leur permet d'avoir une intervention qui rentre plus dans leur mémoire. En gymnastique, en hockey, en musique, à vélo ou dans l'imaginaire avec la lecture, le parcours Être et Apprendre ouvre de nouveaux horizons. Voilà, donc c'était la présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Cédric. Alors, je pense que c'était important que pour ceux qui ne connaissaient pas ce déploiement de ce parcours Être et Apprendre sur l'ensemble du territoire, vous le voyez, ça ne s'inscrit pas seulement sur notre territoire, ça s'inscrit aussi dans un parcours lié à l'éducation nationale, et puis toutes les structures qui contribuent à l'éducation des plus jeunes. Puisqu'on a Cédric, Philippe et Émilie qui sont là, est-ce qu'il y a des questions ou un complément d'information que vous souhaiteriez avoir maintenant ? Alors juste un petit complément déjà pour le salon du livre jeunesse, il est toujours d'actualité bien entendu. On vient de lancer les actions, les activités qui sont en lien avec le scolaire, c'est-à-dire ce qui va se passer dans les écoles, c'est lancé pour ceux pour les écoles pour lesquelles c'était projeté. Pour le salon du livre jeunesse, pour le moment, on fait le travail comme si il pouvait se dérouler dans les conditions travaillées et prévues. Voilà, c'est la crise et les annonces gouvernementales qui nous amèneront peut-être à prendre une autre décision. Mais pour le moment, ça reste dans les tuyaux. Pas de souci, on le travaille évidemment en lien fortement avec la ville de Luçon et avec la librairie Arcadie. Est-ce qu'il y a... oui, Magali. Alors, est-ce que tu aurais un micro
Pour lequel? Alors, c'est Cédric qui va répondre. Oui, en fait, voilà. Cédric, vous avez entendu la question? C'est un programme sur 3 ans, un appel à projet sur 3 ans. Il est programmé jusqu'à quand, là? Il va être renouvelé quand? Alors en fait, non. C'est un appel à projet qui est renouvelé tous les ans. L'objectif, c'est de permettre à un enfant sur 5 années, donc du CP au CM2, de pouvoir pratiquer toutes les disciplines dans son parcours éducatif. L'objectif, c'est pas qu'il fasse du sport tous les ans, de la musique tous les ans. Oui, je pensais que c'était un appel à projet donc, qui est écrit tous les ans. Et dans le cadre du projet des écoles, tous les ans, il est écrit. Tout à fait. C'est-à-dire que les écoles, avec le projet, se réinscrivent. Donc là, on va commencer à lancer le programme à partir du mois d'avril pour permettre aux écoles de parler avec leurs équipes et de s'inscrire, se préinscrire, on va dire, à partir du mois de mai, pour qu'on prépare les plannings et qu'ils aient une réponse mi-juin pour que dès la rentrée scolaire, on puisse entamer les activités. Bien. Merci. Je pense que toutes les écoles doivent avoir un projet d'école qui dure sur 3 ans et les axes prioritaires de travail sont inscrits dans ce projet. Donc, une classe qui souhaite participer doit vraiment être en phase entre ses souhaits de travail et ce qu'on lui propose. L'acceptation des dossiers se fait conjointement Éducation nationale et services de notre communauté de communes. C'était une simple précision, puisqu'effectivement, les équipes enseignantes à la Réhort s'inscrivent dans la démarche. Bien sûr. Voilà. Mais c'était pour mieux comprendre, et j'espère qu'on pourra avoir les slides, ce serait intéressant. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci. Mais oui, au contraire, c'est fait pour être diffusé, pour que vous puissiez aussi le montrer à vos conseils municipaux. Voilà, c'est quand même une action qui rayonne sur l'ensemble du territoire et qui touche les enfants, nos enfants des écoles. Est-ce qu'il y a... Pardon, Marie, oui. Je voulais faire un autre ajout, c'est que au bout de tout ça, nous souhaitons mettre en place un livret qui présentera tout ce sur tout ce qu'en quoi le parcours éducatif a permis à l'élève d'acquérir. Mais nous ne sommes pas la partie de notation, parce que l'évaluation revient aux enseignants, mais c'est fait aussi avec la partie en relation avec les intervenants. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Oui, c'est bon. Une petite question, une remarque au niveau des enseignants donc, de Château-Guibert, au niveau du planning de la piscine. Les enseignants nous ont fait remonter qu'il serait peut-être intéressant de faire tourner les créneaux en fonction des différentes écoles pour que ce ne soit pas toujours les mêmes écoles qui aient les mêmes créneaux, et notamment sur les écoles qui sont éloignées de la piscine, pour avoir des créneaux en fait en milieu de demi-journée, pour leur permettre le temps de transport et de ne pas être sur des créneaux trop courts après sur la présence dans le bassin. Oui, ça, du coup, il faut le faire remonter, puis en effet, on verra. Oui, alors, on est au courant, hein, Château-Guibert, on a déjà discuté avec elle. C'est en cours. Le nouveau planning donc, sera sorti pour donc, l'année prochaine. Mais on le sait, on essaye justement avec les horaires, parce que toutes les écoles ont des horaires complètement différents de sortie et de rentrée, plus ou moins loin. Donc, bien sûr, toutes les écoles qui sont loin, on essaye de les mettre sur les créneaux de milieu de matinée ou de milieu d'après-midi. Mais l'objectif, oui, c'est bien ça, hein, c'est d'essayer de raccourcir et de laisser le temps aux enfants de pouvoir se rhabiller et de profiter pleinement des 40 minutes de natation. C'est vrai que ce n'était pas le cas pour tous, parce que c'est vrai qu'il fallait des fois écourter la séance pour pouvoir rentrer dans les délais. Mais la nouvelle planification est en cours pour justement essayer d'améliorer ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon. Écoutez, merci à Cédric, merci à tous, parce que vous savez que la réussite, hein, elle est évidemment, elle tient à l'ensemble des acteurs qui chaque jour œuvrent pour mettre en place ce service, hein, qui est un élément fondamental pour l'épanouissement de nos enfants, l'épanouissement des jeunes
et puis l'attractivité en Sud-Vendée littorale. Donc merci beaucoup Cédric, Philippe et puis Émilie qui sont au fond de la salle. Merci, au revoir. Merci. Alors, on va rentrer donc dans le conseil communautaire plus formel. Alors, première chose, y a-t-il des questions ou des observations sur le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2021 ? Non, très bien, je vous remercie. Ensuite, vous avez eu la présentation donc, des délégations qui étaient consenties par le conseil communautaire au bureau et à moi-même. Est-ce qu'il y a des observations ? Très bien, merci beaucoup. Je passe donc au point numéro 1 et je passe la parole à Nicolas Vanier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Première chose, donc sur la délibération qui vous a été adressée, il y a une coquille. C'est une ancienne délibération, donc si vous le voulez bien. Donc l'idée, c'est d'inscrire des crédits supplémentaires en investissement. On est sur la première décision modificative. Simplement, on vous a inscrit donc au niveau des recettes 18 880 € liés au leader. Ça, c'est par rapport au, comment dirais-je, à la stratégie de marketing territorial pour laquelle on demande des crédits supplémentaires ce soir. Mais le FCTVA qui a été calculé ici dans cette DM a été calculé sur l'ensemble des 3 premières lignes, ce qui ne doit pas être le cas. Donc on avait fait la correction pourtant avec les services finances, mais c'est l'ancienne délibération qui est partie. Donc avec votre accord, on va supprimer les crédits supplémentaires au FCTVA et on va réduire les frais d'études non pas à 25 298,82 mais à 42 380,55 € pour équilibrer les dépenses et les recettes à hauteur de 18 880 €. Donc on n'est pas sur des crédits supplémentaires à 35 971,73, mais on sera à 18 880. Donc je suis désolé de faire la modification en direct, mais je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des services, puisque la correction avait été faite pourtant au préalable. Alors après, si on va dans le détail de l'étude, effectivement, on souhaite rajouter des crédits supplémentaires sur la stratégie du marketing territorial. Ça, c'est lié à une demande des services, notamment, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un besoin transverse, notamment avec la partie tourisme et d'autres champs de compétences. Donc voilà, l'idée, c'est d'étendre le champ de cette étude. Et puis, donc concernant, on le verra dans la seconde délibération, Chaillé-les-Marais, la piste cyclable, on imaginait initialement donc, payer ces crédits sur l'année 2020, et puis finalement, les factures sont arrivées tardivement, donc on a un glissement, on l'expliquera tout à l'heure dans le cadre des APCP. Voilà un petit peu pour vous expliquer ces quelques ajustements, donc si vous êtes d'accord, à hauteur de 18 880 €. Voilà. Des questions ? Voir au niveau de la requalification juridique de l'aérodrome. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Sur les frais d'études, effectivement, et sur l'agencement et l'aménagement, et mon collègue pourra compléter, c'est lié au fait qu'au jour d'aujourd'hui, et j'espère ne pas dire de bêtises, mais tu compléteras, on a un aérodrome qui a usage assez restreint au niveau des particuliers. Et donc l'objectif, en tout cas la volonté, c'était de potentiellement accueillir davantage en fait de population sur cet aérodrome qui a aujourd'hui une sous-utilisation par rapport à sa qualification technique. En fait, il y a une étude qui a été lancée l'année dernière et dont on a eu les résultats, ça fait 2 semaines. L'aérodrome aujourd'hui ne permet l'atterrissage que de gens qui sont inscrits sur cet aéroport. Oui, il est privé. En fait, il est complètement privé. On ne peut pas arriver comme ça. Il ne peut pas y avoir de gens qui font des voyages payants sur cet aéroport et ainsi de suite. Donc la requalification qui est indiquée là, c'est pour passer à un niveau supérieur qui permet de faire un certain nombre de choses, entre autres des atterrissages simplement en prévenant à l'avance qu'on va arriver. Et pour cela aussi, il faut changer un certain nombre de balisages. Pour vous donner un exemple, il faut que la piste commence 150 mètres après la route qui est au début de piste. C'est juste un exemple. Voilà, c'est ça. Ça concerne quel aérodrome ? Saint-Aubin. Donc, nous avons le même problème de la tranche, puisqu'on est en train de le faire classer. Justement, il est privé, et donc je constate que on peut obtenir des subventions de chez vous, alors, concernant ces problématiques. Parce que normalement, il n'est pas intercommunal, l'aérodrome. Si. En fait, celui-ci, c'est celui qui est sur le Vendéopole. Vendéopole.
En fait, il est sur Saint-Thomas-la-Plaine, c'est lié à la zone d'activité, et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui changer sa destination, parce qu'en fait, il avait une destination qui était très très limitée, très restreinte. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des demandes publiques différentes, donc on va changer son calibrage, enfin, on va changer son niveau d'acceptation au niveau des... Mais c'est un aéroport qui est sur le Vendéopole, qui est lié à la compétence... Un aérodrome. Aérodrome, pardon, oui. C'est mieux. D'accord. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, je ne sais pas si vous le savez, la DGSA nous a informé qu'ils allaient étendre la piste de La Rochelle dans un environnement dont vous faites partie. L'aérodrome va être fermé s'il n'est pas, pas classé ouvert au public. D'accord. Ouais. Mais là, l'idée, on essaie vraiment de répondre à de la demande sur cet aérodrome. Très bien, merci. Donc, concernant cette première décision modificative, il y a d'autres observations? S'il n'y en a pas, je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Parfait, merci. Et donc, je dirais la seconde délibération vous concernant et finalement la suite de cette décision modificative, puisqu'on doit modifier donc, nos autorisations de programme et notamment l'opération 1803 de la piste de Chaillé. Alors, bien évidemment, on ne change pas l'autorisation de programme, le montant d'autorisation de programme qui, lui, reste à hauteur de 160 000 €. Simplement, en raison de glissement de facture, on propose d'inscrire une décision modificative de 51 283,52 € en termes de crédits supplémentaires. Et donc, on porterait les crédits de paiement pour 2021 à hauteur de 66 283,52 €, tout simplement. Voilà. Des questions par rapport à ça? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Parfait, merci. Délibération suivante, c'est Dominique Bonin qui nous la présente. Merci. Je voulais juste savoir avant, ça concerne l'aérodrome de Chalais aussi? D'accord, ok. Non mais ça me rassure. Merci. Oui, donc c'est l'avenant numéro 2 concernant l'élaboration donc du SCOT. Tout simplement, donc pour rappel, en 2016, donc le syndicat mixte du Pays de Luçon avait élaboré donc le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, donc en lançant un marché, avait été donc élu à ce moment-là donc pour ce marché donc Citadia, Even Conseil, Air Public et Mercat pour un marché donc un montant donc de 189 985 €. Il s'avère que bien sûr ça a été transféré en avril 2017 à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral par un avenant numéro 1. Comme vous le savez tous, malheureusement aujourd'hui notre SCOT a été donc retoqué par les services de l'État. Donc on doit revoir différents dossiers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est obligé de prendre un nouvel avenant, donc un avenant numéro 2, concernant donc effectivement une reprise du projet par le prestataire. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc ça engendre une incidence financière, bien sûr, de plus 11,6% du marché initial, soit, en l'occurrence, concernant Citadia, Even Conseil, Air Public et Mercat, un montant de l'avenant en hors taxe de 22 075 €. Donc, c'est ce qu'on vous demande de valider ce soir pour cet avenant numéro 2 concernant ce marché. Alors, on vous demande d'approuver l'avenant numéro 2 concernant ce lot, d'autoriser bien sûr Madame la Présidente à signer l'avenant et puis d'inscrire les dépenses au budget. Avez-vous des questions? Non, ça semble clair. Bon, donc on espère effectivement que pour le mois d'octobre de cette année, nous prendrons un nouvel arrêté et que cette fois il sera positif. En tout cas, on va tout faire pour. Ensuite, délibération suivante, modification du PLU de la Faute-sur-Mer, suite à un jugement au tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2018. Donc une requête a été introduite le 9 mai 2016 auprès du tribunal administratif de Nantes, car des particuliers ont demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Faute, approuvant le plan local d'urbanisme, notamment en ce qui concerne des parcelles cadastrées AB numéro 80, 41, 44 et 42 en zone N.
Les requérants ont été déboutés du reste de leur demande. C'est pourquoi, pour satisfaire l'obligation d'exécution du jugement, il est nécessaire de modifier le plan local d'urbanisme de la commune de La Faute-sur-Mer en corrigeant les classements des dites parcelles en zone NH et d'apporter toutes les modifications aux documents du dossier du PLU qui en découlent. Donc on vous demande tout simplement d'approuver les modifications du PLU, donc de La Faute-sur-Mer, concernant le classement de ces parcelles 80, 41, 44 et 42, donc qui sont maintenant classées en NH. Y a-t-il des remarques? Laurent, tu as quelque chose à rajouter? En fait, j'ai une remarque, c'est suffisamment rare de le noter, c'est-à-dire que pour une fois, l'État fait passer une zone N, qui est une zone de 146,6 pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire où, à part avoir une autorisation pour faire pousser des ronciers, on ne peut pas faire grand-chose, et il le passe en habitable. Donc c'est extrêmement rare et assez paradoxal, puisque dans le même temps, l'État fait exactement l'inverse dans le sud de ma commune, donc c'est étonnant. Mais voilà, tant mieux pour ceux qui récupèrent un droit à construire, je suis très content pour eux. Donc je le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et autre délibération, donc 5e délibération, délégation du droit de préemption urbain aux communes membres et attribution de la délégation à la présidente en matière de droit de préemption urbain. Donc, je pense que vous savez tous ce dont il s'agit, mais je vais vous le rappeler. Donc le Conseil communautaire a délibéré donc, sur la délégation du droit de préemption urbain en juillet 2020. La communauté de communes est l'autorité compétente en la matière, bien sûr, et par conséquent titulaire du droit de préemption urbain. Le droit de préemption urbain permet à son titulaire d'acquérir prioritairement des biens fonciers immobiliers en voie d'aliénation. Il est à considérer pour l'intérêt des communes membres de la communauté de communes de disposer du droit pour elles-mêmes, donc de préemption urbain sur les zones urbaines ou d'urbanisation future des documents d'urbanisme en vigueur. Et que l'intérêt majeur de l'exercice du droit de préemption urbain par la communauté de communes est principalement lié à sa compétence économique. Donc, compte tenu de la diversité actuelle des périmètres et des situations liées à la continuité des actes passés par les communes membres, il a été décidé par l'Assemblée de déléguer le droit de préemption urbain aux communes sur les zones urbaines U ou d'urbanisation future AU et NA, définies dans les codes d'urbanisme locaux en vigueur, à l'exclusion des périmètres des zones d'activité économique, dont la compétence est à la communauté de communes, et des zones 1 AUE et 2 AUE, donc à vocation économique. Voilà, donc il vous est proposé de déléguer ce droit de préemption aux communes, de décider de déléguer à Madame la Présidente celle qu'elle peut exercer et d'autoriser la Présidente à accomplir toutes les formalités nécessaires à la présente délibération. Y a-t-il des remarques? Parce que c'est très clair. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Dominique. Pour la délibération suivante, c'est Bruno Fabre qui prend la suite. Oui, bonsoir. Donc c'est pour la vente d'une parcelle cadastrée Z2 308 située dans la zone d'activité économique des Loges sur la commune de Chanay à la société Estate Invest. Donc c'est pour une autorisation de signature. C'est Monsieur Lavert qui est gérant donc de cette société et qui voudrait acquérir 4401 mètres carrés. Les domaines ont fixé un prix à 5,99, ont donné une orientation à 5,99. Monsieur Lavert, donc, en plus de cette société Estate Invest, a une société qui s'appelle Cheval Paradis. Une de ces sociétés dans les Yvelines, et il avait un entrepôt de vente pour articles de chevaux à Saint-Jean-de-Beugné qui a été refermé depuis, mais qui voudrait justement réouvrir. Sur ces terrains, il veut faire deux choses. La première, c'est l'implantation d'une miellerie sur à peu près 20% du terrain, et le reste, une construction d'un local de stockage qui servirait à ses activités autour des chevaux. Le bureau communautaire a émis un avis favorable en séance du 12 janvier 2020. Ce que l'on propose, donc, c'est de vendre ce terrain au prix qui avait été d'acquisition plus des frais de notaire de l'époque à 5,10 €. La proposition, donc, c'est de céder la parcelle de terrain, comme je l'ai indiqué, des 4401 mètres carrés à 5,10 € le mètre carré, et que les frais notariés sont à la charge de l'acquéreur.
d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter. S'il y a des questions, non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Des abstentions? Non. Merci. Je continue. La deuxième, donc, c'est la passation d'un avenant numéro 1 à la Convention relative au Fonds territorial de résilience. Donc, il y a eu une décision le 14 avril 2020 de la communauté de communes pour souscrire au Fonds territorial de résilience pour aider les entreprises. Et à l'époque, c'était surtout les petites entreprises pour faire face à l'épidémie du Covid-19 en termes de trésorerie. Face au contexte, et bien sûr, comme on sait tous, à la suite du Covid, la région des Pays de Loire a lancé un appel de fonds exceptionnel auprès des collectivités et lancé le Fonds territorial de résilience, dont je vous parlais précédemment. Aujourd'hui, il s'agit en fait de prolonger ce fonds de résilience qui devait s'arrêter en décembre et de le proroger jusqu'au 30 septembre 2021. Par ailleurs, il est ouvert à plus d'entreprises, parce qu'avant, c'était des entreprises qui allaient jusqu'à 10 salariés. Maintenant, ça irait jusqu'à 50 salariés. C'était des entreprises qui étaient au-dessus de 1 million de chiffre d'affaires. Et maintenant, ça va pour des entreprises jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires. Le soutien proposé est de 20 € de trésorerie par entreprise à partir du moment où, bien sûr, vous respectez les règles. Juste pour vous, c'est pas dans la délibération, mais je vous informe qu'il y a eu 32 demandes. Il y en a eu 5 de refusées parce que les sociétés n'étaient pas éligibles, ne répondaient pas aux critères qui sont demandés. Il y en a 6 qui sont en cours d'instruction et en attente de vote. Et il y a 21 prêts qui ont été accordés pour un montant total de 187 000 €. Donc il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver la passation d'un avenant numéro 1 à la convention initiale passée par la communauté de communes avec la région des Pays de la Loire dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds territorial résilience tel que présenté en annexe et d'autoriser Madame la Présidente à signer les documents inhérents à la mise en œuvre de cette délibération. Des questions? Non? Donc on procède de vote. Quelqu'un est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci beaucoup. Délibération suivante, c'est Jeanne Candriot qui nous la présente. Oui. Bonsoir. J'ai sollicité votre accord pour modifier deux mots sur la délibération, dont je vous l'ai cité tout à l'heure, qui ne correspondent pas donc à l'annexe qui vous a été fournie, l'annexe 5. Donc ça concerne les conventions spéciales de déversement des eaux usées dans le réseau d'assainissement de la station d'épuration du parc d'activité Vendée-au-Pôle Atlantique. Donc signé en 2018, ces conventions spéciales qui concernent plutôt des industriels. Là, ça concerne la société Pain Concept. Je vous rappelle qu'elle représente à peu près 15% des apports d'effluents à la STEP sur 57 clients qui sont dans le parc Vendée-au-Pôle. Et 2 communes s'interminent partiellement, et Saint-Jean-de-Beugnier, ce qui concerne donc ces effluents, donc puisqu'ils n'ont pas de station. Alors, on avait autorisé à titre dérogatoire des apports supplémentaires que l'on pouvait accepter donc sur la station, bien sûr, en 2019, et se terminait en décembre 2020. Alors, le 4e paragraphe disait, il est donc proposé, conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation de déversement, de prolonger d'1 année, et non, c'est de 2 années, donc je vous propose de corriger pour mettre 2 années, en temps pluriel, bien sûr. Et le dispositif dérogatoire, c'est avec modification, puisqu'il y a quelques modifications qui ont été proposées par rapport à ce qu'était la dérogation. Donc, si on accepte ces dérogations, c'est qu'on ne peut les recevoir donc à la station d'épuration. Donc, les flux autorisés, je vous fais grâce de tous les éléments techniques. Donc, c'est une augmentation des flux journaliers. Donc, au lieu de 32 mètres cubes par jour, c'est 40. C'est bien ce qui est émis. On reste au même débit maximal horaire. Les concentrations dans flux sont modifiées. Elles étaient donc à la base à 1300 mg/litre pour donc le DBO5, donc demande biochimique en oxygène à 5 jours. Et là, nous proposons 2500
enfin c'est suite à la demande, avec un flux donc à 100 kg par jour, et la demande chimique en oxygène qui était à la base à 2500, donc il y a une demande à 4500 que nous acceptons, et le flux de 180 kg par jour. Voilà, donc ces modifications-là, donc tout le reste sans changement par rapport à la convention initiale. Je vous rappelle que ces conventions sont faites pour 10 ans, de 2018 à 2028. Donc, PinConcept nous a montré donc comment elle gère ces apports. Il y a des modifications dans leur entreprise, il y a des difficultés pour pouvoir mettre en place le respect de ces fournitures maximales. C'est en relation avec la direction, l'ADREAL, qui suit ce dossier. Et donc, il y avait besoin de caler avec eux. Il n'y a aucun souci, tout se passe bien avec eux. Et je pense que c'est avec plaisir qu'on accepte que je vous propose d'accepter ces modifications. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est technique, mais c'est aussi important pour eux, je pense. S'il n'y a pas de questions, donc je me vote. Oui. Donc, je vous propose d'autoriser la présidente à signer la convention et puis de lui donner compétence pour la signature de tout document. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Jeanne. Et le dernier point, qui est donc une modification du tableau des emplois, ça concerne 2 postes. Le premier, c'est un besoin d'augmenter le temps de travail d'un agent technique au niveau de la médiathèque de Luçon, et donc de passer son temps de 28 heures à 35 heures par semaine. C'est lié, alors ça a reçu l'aval du comité technique le 12 novembre 2020, et il était spécifié que l'atelier sera renforcé par le passage à 100% de l'agent et par la sous-traitance d'une partie de la couverture des documents neufs à l'ouverture de la médiathèque de Mareuil. Donc à ce titre, le grade d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet de 28 heures donc, est supprimé et remplacé par le grade d'adjoint technique deuxième classe à temps complet. Le deuxième point, ça concerne le poste du chargé de mission de planification qu'il est besoin de pérenniser, et donc il vous est proposé d'intégrer le grade au tableau des effectifs. Ainsi, un grade d'adjoint administratif à temps complet est créé. Ce poste est prévu dans le budget RH prévisionnel de 2021. Donc, je vous propose donc d'autoriser la création et la suppression des grades cités ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs actualisé, 6 juin en annexe, et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je me vois, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'en ai terminé avec la partie formelle. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Michel. Vous m'entendez? Oui. En fait, moi, c'est pas une question, c'est juste une observation. C'était pour remercier les services de la Comcom pour l'instruction de notre PLU, puisque cet après-midi, on a reçu un avis favorable de la CDPNAF, et je sais ô combien il est parfois compliqué de se faire entendre au niveau de l'État, donc voilà, ça mérite d'être souligné. Merci. Merci beaucoup pour eux, parce qu'en effet, ça a été un gros dossier à mener. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Bien, écoutez, s'il n'y a plus rien, je lève donc cette séance du Conseil communautaire. Merci beaucoup et bonne soirée.